Oui, il est très fort parce qu'il apporte autre chose à cette équipe de France. Il est un parfait complément, je trouve, à ses 3 camarades d'équipe. Voilà, il apporte de la profondeur et en plus, ce qui est rare et c'est parfois quelque chose qu'on lui reproche, il est efficace sur cette Coupe du Monde parce qu'il a déjà inscrit 2 buts et il a cette qualité aussi qui est à mon sens indispensable pour que l'attaque se passe bien, c'est qu'il porte jamais trop le ballon. C'est pas un joueur qui va faire de touches superflues, c'est pas un joueur qui provoque à chaque fois. Parfois il n'hésite pas à refaire circuler le ballon, à aérer. Donc voilà, il apporte quelque chose de très très positif à ces Bleus-là. Giovanni, dans un match qui va être resserré, parce que comme le disait Olivier Bossard, les Paraguayens, on ne les imagine pas partir à l'abordage, vous avez insisté sur le fait qu'il était capable de prendre de l'avance alors qu'il est arrêté au même niveau que son défenseur. Il n'y a pas forcément besoin de le lancer. Oui, c'est quelqu'un qui sur un dribble peut faire d'énormes différences. D'ailleurs, Luis Enrique, son entraîneur en club, qui a quand même très souvent la possession, il affronte souvent des blocs bas avec le PSG tout au long de la saison en Ligue 1 et parfois même en Ligue des Champions. Ça l'empêche pas de faire des différences. Et moi, je reste convaincu quand on a un joueur aussi rapide, capable de prendre la profondeur, et qu'on se comporte pas pareil quand on est défenseur. Il y a une forme d'attention et quand on doit défendre sur toute la largeur avec Barcola à gauche, Dembélé, Olysée à droite et dans l'axe Olysée, Mbappé ou Dembélé, Mbappé voilà, à surveiller, c'est très très compliqué pour les adversaires, ça fait beaucoup d'armes différentes. Jérôme Alonso, c'est qu'en fait, vu les buts qu'il a marqués, vu les différences qu'il a fait, le centre pour les passifs pour Doué, les 2 buts qu'il met, qui sont de très beaux buts, tu peux pas le laisser libre. Tu peux pas faire, en fait, même si tu te concentres sur les 3 autres, tu peux pas faire l'impasse sur Barcola. Typiquement, ce genre de match, il va falloir mettre des coups sur la tête. Tout le temps. Il faut les agresser. En fait, c'est un match d'agression. Eux, ils vont essayer de jouer dur et nous, on va essayer de les agresser. Et typiquement, Barcola, c'est un joueur d'agression. Il vous agresse tout le temps. Alors parfois, il se trompe, de moins en moins, cela dit. Mais il essaye tout le temps. Un crochet, il frappe même de loin maintenant. Donc, et il devient efficace. Donc vous imaginez, avant, vous aviez la lecture du jeu de Barcola où on disait « Bon, on va le laisser passer côté fermé, il va faire n'importe quoi ». Mais c'est plus vrai maintenant. Parce qu'il a toujours la petite passe en plus, le petit. Donc il est devenu un joueur hyper complet. La balle qui part pas trop loin. Quand on avait les discussions en février sur lui, il est devenu un condensé de tout ce qu'on attendait de lui en février. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il a été avant sa blessure pendant un mois et demi. C'est ça. Et vous ajoutez à ça l'efficacité, bon courage. Oui. Bon, surtout, c'est que vous vous souvenez quand même à Budapest, à quasiment la dernière seconde, l'occasion monumentale qu'il a, où finalement il peut la mettre entre guillemets. Il se la crée en plus. Il se la crée et il avait finalement entre guillemets, voilà, il s'était mélangé les pinceaux. Et là, son but, c'est comme aussi quasiment la même action. Hein, c'est un contrôle, il y va et là il a marqué avec cette pichenette magnifique. Et je trouve qu'il avait le cap qu'a passé Barcola. Déjà, c'était au Paris Saint-Germain au printemps en Ligue des Champions où il avait été phénoménal sur un ou 2 matchs avant sa blessure contre Chelsea. Il avait été énorme. Et là, je trouve que ce qui est beau aussi, c'est que il y a une concurrence qui est saine parce qu'ils sont 2 amis. Doué et Barcola. Et ce qui est bien, c'est que là, Doué le vit bien aussi. Enfin, j'imagine peut-être intérieurement. Mais tu vois, c'est sain. Et puis il fait son mondial. Hein, ils ne sont pas là à se dire, attends, j'espère qu'il va se blesser, mon copain. C'est-à-dire que c'est beau. Non, mais c'est-à-dire qu'ils se mettent tous dans le bon mood, dans le bon sens. Et Deschamps, quand même, non, mais c'est une abondance de talent, une abondance de solutions. Il y a un qui n'est pas là, il y a un deuxième. C'est-à-dire que ça tombe, c'est un truc de dingue. Il est devenu plus qu'une alternative. En fait, c'est devenu aujourd'hui une vraie option. Et la Coupe du Monde qu'il est en train de nous sortir a complètement changé le regard qu'on avait sur lui. Et moi, je trouve que ce soir, contre le Paraguay, ça va être un candidat parfait, justement. Giovanni l'a évoqué, pour étirer les lignes. Et je trouve qu'il est bon au moment de permuter avec Mbappé sur le côté. On les a vus contre la Suède, le 2e but d'Mbappé. Il part du côté de Barcola, justement. Et c'est pour ça aussi que ça avait bien marché avec Ekitike à un moment. Parce que justement, ces joueurs qui vont coller la ligne, c'est exactement ce que fait Barcola. Et je trouve qu'il amène un peu moins d'embouteillage dans la surface qu'un Doué. Donc il est vachement intéressant. Et pour illustrer les propos d'Olivier, justement, on a comparé les positions moyennes du match de Doué, le dernier contre la Norvège, et celui de Barcola contre la Suède. Vous voyez, Doué, il est quasiment au même niveau que Mbappé. Alors que Bradley Barcola, à gauche de votre écran, vous voyez qu'il prend vraiment son couloir, qu'il est collé à la ligne. Et ça, c'est intéressant. Et l'autre, peut-être aspect un peu positif, même si pour lui, peut-être que ça l'est moins, mais Barcola, en fait, il fait moins d'ombre aux 3 stars de l'équipe. C'est qu'en moyenne, en tout cas, Barcola, quand il est titulaire,
titulaire, il touche en moyenne 46 ballons, mais il en laisse plus aux copains de l'attaque. Alors que Doué, il va quand même plus toucher le ballon quand il est sur le terrain. C'est une moyenne de 63 ballons touchés par match. Très bonne stat, et je vous invite à aller lire l'article de Dan Perez sur l'application ou le site, où Dan explique, je pense avec justesse, comme d'hab, Davapadou, qu'il accepte complètement de bouffer la ligne, que les ballons ne viennent pas, et qu'il ne va pas râler, qu'il ne va pas se désespérer. Et ça, quand vous avez les trois autres, c'est probablement très précieux. Oui, c'est ce que dit Raph, c'est qu'il est certainement, pour toutes ces raisons, pour l'instant, le meilleur complément à ce que génèrent les trois autres. Après, Doué peut vous mettre une frappe de 25 mètres pleine lunette et vous débloquer un match. Doué a un talent absolu, c'est même pas la question, mais en fait, c'est vrai que sa nature de jeu peut-être vient se conjuguer avec celle des autres, alors que là, Barcola, lui, il est une alternative qui donne de l'oxygène un peu, qui prend du large, qui a moins besoin de toucher la balle. Et quand tu as trois gros consommateurs de ballons, par ailleurs, c'est très important. Vous adorez les sports US et notamment le basket. Il n'y a qu'un ballon et il faut accepter qu'il y en ait un qui soit off-ball, qui touche un peu moins la balle. Mais pour autant, il va faire lui aussi la décision. C'est ce que fait très très bien Bradley Barcola là-dessus. Il a un mental qui est très bien construit pour ça. Là où Doué, lui, a besoin de vraiment de toucher la balle. Et quand je le dis, c'est pas un défaut. C'est juste qu'il y a trois autres gros consommateurs de ballons. C'est très très bien, c'est très bien équilibré. Et surtout, je pense que ça n'enterre pas non plus complètement Désiré Doué. Parce que lui, il est une autre alternative. C'est-à-dire dans un match où tu vas coincer, où Barcola peut être bloqué parce que ça peut arriver, et qu'il faudra peut-être créer des situations qui n'existent pas, faire la frappe, c'est un excellent frappeur, etc. Doué, il aura aussi encore son mot à dire. Mais Barcola, c'est très très fort. Deux très bons entrants. Oui, bien sûr, vous avez raison, sur deux très bons entrants en plus. Giovanni, est-ce que Giovanni est encore là? Je l'ai vu à l'ombre, donc j'imagine qu'il a pu rester avec nous. C'est parfait. Je voudrais éviter l'insolation. Giovanni, oui, vous êtes là, on vous voit. Gardez les lunettes, gardez les lunettes. Allez, James Dean, gardez les lunettes, tout va bien, mon Joe. Bon, écoutez, c'est pas Hollywood, mais la côte Est, ça marche quand même, mon Jojo. Je repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Bradley Barcola peut démarrer un match, même si à un moment, Lucas Digne n'en démarre pas, ou est-ce que vous continuez à me dire que c'est un flanc gauche de pair? Je pense que si Lucas Digne et Bradley Barcola apportent des garanties nécessaires aujourd'hui, oui, on est jour de match bien sûr, aujourd'hui face au Paraguay, ça me paraîtra compliqué pour Théo Hernandez et Désiré Doué, de par ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, d'inverser cette tendance. En fait, c'est un équilibre tactique là où Désiré Doué est attiré naturellement vers l'axe. Théo Hernandez est un joueur beaucoup plus offensif que Digne et du coup il peut prendre le couloir. Après, il faut jamais dire jamais avec Didier Deschamps dans une compétition. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est le maître de l'adaptation. Il passe son temps à chercher la meilleure formule possible. Si il y a un couac sur ce côté gauche face au Paraguay, ce qu'on ne souhaite pas, il essaiera de trouver une autre solution. Mais en l'état, si les deux aujourd'hui sont très bons, ils auront fait une différence suffisamment nécessaire pour aller jusqu'au 19 juillet, on le souhaite tous. Si je comprends bien, Gio, vous me dites qu'une association Théo Hernandez-Barcola ou Digne-Doué n'est pas possible. Ça me paraîtrait très compliqué, toujours dans cette quête d'équilibre. Je pense que Lucas Digne apporte un peu plus de garanties défensives que Théo Hernandez, qui s'est retrouvé en grande difficulté face à l'équipe Z de la Norvège, et que dans des soucis de largeur et de compensation, la paire Digne et Barcola me paraît plus complémentaire, et aux yeux surtout, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que moi à la limite on s'en fiche, surtout aux yeux du staff de l'équipe de France. Donc Gio, ça veut dire que si un des deux est pas bon, les deux sautent. C'est ça que ça veut dire. C'est une vraie question. La question se posera, en tout cas, mais je pense que dans l'esprit du staff de l'équipe de France, et je sais pas, Jérôme, toi évidemment qui a été ancien pro, je reprends les débats notamment face à Jules Koundé, j'ai pas l'impression qu'en dépit d'un énorme craquage individuel, les coachs fassent une individualisation d'une défaillance. C'est plutôt dans un cadre collectif, c'est-à-dire que si le côté gauche est un peu plus en souffrance sur l'aspect défensif, ils vont pas dire parce que c'est Lucas Digne qui a pas été bon, ils vont associer ça à un contexte plus collectif.
Ok, merci Joe d'avoir répondu précisément. Un mot sur Rabiot aussi, tiens Johnny, vous gardez la main, parce qu'il n'y a pas son compère Chouameni, on rappelle, hein, la grosse info de Chouameni, forfait, lésion musculaire, on s'inquiète. Non, enlevez les lunettes, je reste avec vous. On s'inquiète même un peu pour la suite de la compète. Mais Rabiot, c'est le patron alors. Parce qu'il est copatron avec Chouameni, mais c'est lui aujourd'hui qui donne le tempo, là. Il est numéro 1 du milieu, clairement. Ah, clairement, de par son statut, oui. Et en plus, il est monté en puissance. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé face à la Suède, mais il a livré une prestation très rassurante sur l'aspect athlétique. Je l'ai trouvé en énorme confiance. Voilà, il a instigé énormément de mouvements français. Clairement, c'est lui qui aura la responsabilité d'animer ce milieu de terrain. Merci Joe. Il est fantastique, Rabiot. Oui, non mais alors. Et vous allez voir ce soir. Parce qu'on parle de match un peu dur. On parlait de Manu Koné. Mais alors lui, il peut être méchant comme une teigne. Hein. Ouais. Alors lui, vous allez voir ce soir, s'il y en a bien qui ne va pas se faire bouger, c'est Rabiot. Et quand je pense qu'il y a un an, au même moment, il y a un an, il était un joueur de l'OM. Voilà. Donc c'est une parenthèse, une vue de l'esprit. Et de Ligue 1, donc voilà. Chez nous, quoi. Et donc on l'a laissé partir pour 15 millions d'euros. Au million AC. Bref, voilà. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs milieux du monde. Oui ou non? Mais il l'était. Non, mais Oui, mais il était. déjà. Mais là, aux yeux du monde encore, tu te dis, mais attends, il était où il y a un an, lui? Ah, d'accord. Okay. Mais Jay, tu peux même te dire que si les 4 devant sont si bons, c'est aussi beaucoup grâce à lui et au travail qu'il abat derrière, parce que c'est un joueur de l'ombre. En fait, il fait tout le boulot que personne veut faire. Lui, il le fait. Il a failli marquer 2 fois contre la réussit. Suède. Hein. Il met un duel et une frappe extraordinaire, dont on parle peu, cette frappe à 25 mètres qui passe à ça de la barre. Il a en plus cette solution aussi des frappes de loin. En contact, il a mis des coups, il a été méchant. Bah oui. Hein, vous allez voir, on en reparlera demain. Ce soir, il va leur mettre des brins. Oui, attention au carton, je rappelle, c'est remis à 0 en demi-finale. Voilà, pour info. Donc vous avez, ça a été, les huitièmes sont jumelés aussi avec les là où il est quarts. fort, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que Chouameni, quand il est plus conservateur, lui, il est celui qui va être le plus proactif. Connaissant le profil de Koné plus proactif, Rabiot a cette maturité d'être celui qui va compenser. C'est-à-dire qu'il peut faire peut proposer tous les rôles. Il faut aller être un peu animé à gauche quand parfois il y a un vide, il sait le faire. Prendre la profondeur, il sait le faire. Sûr. Au contraire, défendre et être un peu plus Marquer bas. sur corner, il sait faire. Il est très bon joueur, effectivement. Je trouve qu'il coche quand même beaucoup de cases. Ça, j'ai envie de mettre une petite piécette sur un but de la tête de Rabiot. Frappe de loin. Ah, ça se tente. Une petite piécette. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Évidemment, s'il ne le fait pas, je ne reviendrai pas dessus. S'il le fait, je vous imposerai cette séquence en replay et sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, bien évidemment. Hein. Ce sera avec une musique, et peut-être même un Oscar.